Punchline, la suite est presque fin de notre débat avec nos 4 invités toujours sur ce plateau à qui je vais donner la parole dans un instant. Juste le temps de vous rappeler évidemment ce qui se profile demain pour l'acte 9 de la mobilisation des Gilets jaunes, des forces militaires et policières conséquentes pour tenter de maîtriser la situation, des appels à manifester en masse notamment à Bourges, peut-être à la Défense, peut-être ailleurs en France, nous le verrons bien demain. Voici le résumé, a priori, de cette journée qui s'amorce avec Somaya Labidi. Les Gilets jaunes vont-ils encore jouer au chat et à la souris avec les forces de l'ordre pour ce 9e week-end de rassemblement ? Comme chaque semaine depuis maintenant 3 mois, de nombreux appels à manifester à Paris et en région fleurissent sur les réseaux sociaux. Le collectif La France en colère appelle à une forte action à Bourges. Parce que beaucoup de régions se sont déjà déplacées sur Paris notamment. Et c'est vrai que Bourges, c'est parce que c'est le centre de la France. Et ça permet aux grandes villes qui se déplacent pour aller souvent sur Paris manifester ou même qui manifestent dans leur ville de pouvoir retrouver les Gilets jaunes et de juste démontrer notre unité au centre de la France. Des rassemblements sont également prévus à Bordeaux, Lyon, Toulouse et Lille. En revanche, la mobilisation à Paris pose question. Le Conseil national de la résistance privilégie la place de la République dès 14h. Mais l'une des figures du mouvement invite les Gilets jaunes à se retrouver dans le quartier d'affaires de la Défense. C'est plein de verre là. Tout est en verre ici, tout est en verre là-bas. Vous prenez n'importe quoi, vous jetez dessus, vous tout cassez tout. Serait-ce un leurre comme lors de l'acte 5 ? Éric Drouet avait invité à un rassemblement à Versailles et finalement, les manifestants s'étaient retrouvés pour une mobilisation surprise à Montmartre avant de battre le pavé de la capitale. Face à ces nombreuses incertitudes, l'exécutif a mis en place un dispositif de sécurité maximale. 80 000 forces de l'ordre seront mobilisées sur tout le territoire et 5 000 rien qu'à Paris. Voilà pour un aperçu de ce qui pourrait se jouer demain à l'occasion de l'acte 9 de la mobilisation des Gilets jaunes. Vous l'aurez compris, les esprits sont un peu à vif. Retour sur ce plateau, notamment avec vous, Florent Vadillo. On le disait à l'instant, juste avant la pause, Emmanuel Macron, c'est maintenant la cible assumée d'une grande partie des Gilets jaunes qui réclament à grands cris sa démission. C'est sur cette opposition-là que ça se joue. Mais qu'est-ce que ça préfigure pour la suite ? Au fond, même si Emmanuel Macron partait, est-ce qu'il y a une réponse B, un plan B derrière ? C'est compliqué parce que Emmanuel Macron a été élu sur un discours de profond renouvellement, de grandes nouveautés, alors qu'il a fait oublier quel était son passé, voire son passif, de grandes nouveautés, de rupture avec l'ordre ancien pour établir de nouvelles pratiques, une nouvelle modernité. Et on le voit, il a rassemblé assez largement et au-delà des clivages traditionnels, puisqu'il a voulu abattre les clivages. Aujourd'hui, au bout d'un an et demi d'exercice du pouvoir, bientôt 2 ans, il a intensément déçu les gens. Et on le voit dans les enquêtes qualitative, son électorat socialiste et de gauche s'est totalement effrité, son électorat de droite est un peu désemparé et son électorat centriste reste tout de même bien consolidé. Ce qui fait qu'il a tout de même perdu ce qui était l'alchimie électorale de son élection initiale et son soutien populaire. Donc aujourd'hui, cette personnalisation, elle est en fait la résultante de sa stratégie politique initiale. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une ultra-personnalisation de la demande qui s'adresse à Emmanuel Macron. Au demeurant, dans la manière dont il a séquencé sa gestion dans l'intervention de la crise, il a laissé intervenir le Premier ministre pour toujours annoncer qu'il intervenait en dernière lame. Et donc, de ce fait, il a toujours amené à lui la réponse politique. Donc, lorsqu'il déçoit, lorsqu'il n'est pas à la hauteur, lorsqu'il ne répond pas aux attentes, nécessairement, les gens se focalisent sur lui. Et c'est une personnalisation, en effet, quand on dit la Macronie, ça ne concerne que lui au final. Il n'y a pas vraiment d'idéologie, de pensée, de réflexion. Il n'a pas eu le temps d'aiguiser son désir comme a pu le faire un François Mitterrand ou un Jacques Chirac. C'est arrivé très vite et trop vite, peut-être même amené par d'autres personnes, d'autres puissances, on ne sait pas. De toute façon, ça peut être aussi imaginé dans l'esprit de certaines personnes. On l'a mis là parce qu'il vient, par exemple, avoir cette histoire de monsieur de la banque, d'homme des riches, et avec ça. Donc ça peut être aussi cette idée qu'il n'est pas fait pour le poste, mais qu'il a été posé ici. Et il y a aussi cette idée que quand il est arrivé, il a dit « Prenez votre destin en main, nous allons... j'ai fait un bon diagnostic de ce qui se passe dans ce pays, nous allons arriver ensemble à changer les choses et nous vous promettons... » Enfin, je vous promets, parce qu'il disait beaucoup « je ». Au final, quand on écoute la campagne, il disait beaucoup « je ». Je vous promets des lendemains nouveaux. Et c'était très ambitieux au niveau de l'Europe. C'était la première fois qu'on voyait le drapeau européen
réellement en tant que Français, et c'est arrivé sur les faits, il y a la conquête du pouvoir et il y a exercé le pouvoir, et Mme Merkel a dit non. Donc là, il s'est retrouvé tout seul. Et toute cette grande ambition de vouloir changer les choses, d'être le pays leader de l'Europe et de déterminer qu'il y avait lui ou le chaos, etc., est en train de totalement s'effriter parce que sa volonté, c'était qu'il n'y ait que lui. Il s'est auto-personnalisé. Donc aujourd'hui, les rancœurs vont vers lui aussi. C'est le retour de bâton. Il n'y a pas de sociologie vraiment des Gilets jaunes, donc on ne sait pas si c'est vraiment que les abstentionnistes qui sont dans la rue. Mais en tout cas, ce n'est pas ceux qui ont forcément voté pour lui. Donc il y a aussi cette élection qui nous rappelle que c'était 4 fois 20% en fait. Analyse. Justement, pardon, avant de lui donner la parole, je me dis même que la solution peut-être que Emmanuel Macron pourrait avoir face à cette personnalisation et pour une éventuelle sortie du conflit, ça serait peut-être que c'est impossible à réaliser, mais lui-même d'ouvrir les portes de l'Élysée et se dire toute la matinée, pendant 15 jours, je reçois les Gilets jaunes, ceux qui veulent venir. Pourquoi ? C'est peut-être dangereux, c'est peut-être compliqué à faire. Il va faire Léonard Dabis, là. Mais dans le sens où est-ce qu'il ne faut pas innover en matière de communication, de contact, de prise en main, de reprise en main ? Il l'a fait quand on lui reprochait d'être arrogant. Il a essayé d'aller au contact des Français sur le terrain. Mémoriel. Oui, il n'empêche que c'est ce que les Gilets jaunes réclament. Et je reste quand même persuadée que s'il y avait, j'ouvre les portes de l'Élysée, il va quand même écrire aux Français, il innove d'une certaine manière. Oui, et je reçois, par exemple, tous ceux qui veulent venir par heure, j'en reçois 3, 4, tous ceux qui veulent venir pendant une semaine. Ça serait peut-être une méthode innovante que vous partagez, Jacques Isabello Pardon. En tout cas, sur l'analyse politique avec Florent Vadillot, vous n'êtes pas du tout d'accord. Hein. Alors, pas tout à fait, mais avec ce que dit Christine Kelly, là, pas du tout. Pourquoi ? Parce que le président de la République est détenteur de quelque chose qui vous appartient et qui m'appartient. C'est cette image que Kantorowicz a appelé le deuxième corps du roi. Et donc, cette image-là, eh bien, s'il se mettait dans une posture avec ses gilets jaunes, vous savez, finalement, ces gilets jaunes, ce sont ce qu'on appelle les haters sur Internet. Vous savez, ces gens qui, quoi que vous disiez, ne sont jamais d'accord. Eh bien, il brûlerait son image et son électorat ne l'accepterait pas. Parce que quand il est dans son commande-car sur les Champs-Élysées et qu'il représente bien la fonction, vous êtes fier en tant que Français. S'il fait ça, ce sera pire que ce qu'a fait François Hollande avec Léonard. Donc surtout, ne pas faire ça en termes de communication. Au vu de la colère qui les anime, hein, vous le disiez, au Puy-en-Velay, il a été conspué, insulté, ouais. Ça a été assez catastrophique. Non, je pense quand même qu'il y a maintenant, il faut innover et faire quelque chose de complètement nouveau. Il faut essayer de conclure. Essayer de conclure et tenter, parce que là, sinon, on ne va pas y arriver. C'est là où ils ont... Et ça serait, moi je dis toujours, l'humilité précède la gloire, ça serait quelque chose de très humble d'arriver à se dire que oui, je vais au contact, pourquoi pas, et ça serait peut-être entendu. Je dis bien peut-être, j'en sais rien. Vous lui conseilleriez quoi, vous ? Il y a tout un tas de l'électorat français qui ne lui demandent pas d'humilité. Pourquoi les Gilets jaunes ont été agacés là ? Pourquoi ils ont été réagacés ? Parce qu'il est passé, comme le disait Yasmina Jaffar, d'une situation de contrition, et puis après, il a fait ce qu'on appelle en psychanalyse une injonction paradoxale. C'est-à-dire qu'après avoir été très humble, il est devenu très autoritaire. Pour les gens qui nous écoutent, l'injonction paradoxal, c'est si vous engueulez votre fille et votre fils et que 2 minutes après, vous lui passez la main sur le truc en lui disant on comprend pas. Le cerveau dit attends, tu viens de me casser en deux et là, tu me délivres un message d'affection. Ça, c'est tactique, c'est à dessein. Non, c'est destructeur. C'est-à-dire que pour les gens, quelqu'un qui fait ça, c'est l'identification d'un pervers narcissique. Quand on commence à faire ça avec quelqu'un, on va loin la gradation. Quand on fait de l'injonction paradoxale, ça veut dire qu'on détruit quelqu'un. Donc Donc ça provoque de la colère et c'est ça. Là, sur la partie politique, là où je ne suis pas forcément pas d'accord, mais ce que je voulais rappeler, c'est de dire, dans les mouvements, vous avez toujours une évolution. Michel Debré, qui est un spécialiste des crises politiques, disait toujours qu'il faut faire attention à l'agrégation multisectorielle. Il disait, au début, vous avez un problème, et puis ça évolue, c'est plus le même, et il faut traiter celui qui évolue, et pas celui que vous aviez. Et pour rappeler qu'en 68, rappelez-vous, en 68, on s'en la souvient première pas, demande, c'était les garçons garçons qui voulaient aller dans les chambres des filles à Nanterre. C'est comme ça que ça s'est passé au départ. Et puis après, c'est mais de la même manière, on a eu la taxe carbone, là. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont décidé de faire les grands accords de Grenelle ? Augmentation d'1/3 du SMIC. Mais les syndicats, ils n'étaient pas du tout d'accord aux sorties de Grenelle. Ça n'a rien étanché. Après, en revanche, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont eu des relations avec des leaders pour dire maintenant, on a bien négocié, on a fait cette contre-manifestation et chacun des leaders
de ce positionnement sectoriel, en tout cas de ce secteur, a décidé de réduire la contestation. Et là, pour l'instant, le gouvernement n'a pas cette solution de gens qui, chaque lundi, reviennent sur leur groupe, se remontent le bourrichon et se disent on va aller à Paris, ailleurs. Et ça, il va falloir trouver une solution définitive. Alors, est-ce que ça passe par des choses très dures ? C'est-à-dire que Madame Ludowski, là, si vous relisez la loi de 1881, je suis entouré de 3 journalistes, vous le savez que quand vous utilisez un média pour inciter au désordre public, c'est interdit par la loi de 1881. Le message qu'elle a transmis par l'entremise d'un média, puisque Facebook, son téléphone ou YouTube, eh bien, elle appelle quand même quelque part. Elle peut se faire interpeller pour ça. Donc, il va falloir maîtriser ce territoire-là. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, et le gouvernement ne le maîtrise pas. Et donc, tant qu'il ne le maîtrise pas, eh bien, on ne peut pas en sortir parce que ça va susciter de l'attention. Les médias vont vouloir y aller, les gens vont être intéressés, etc., etc. Et pendant ce temps-là, eh bien, l'économie souffre. Et qui souffre ? Eh bien, ceux que les Gilets jaunes préfèrent, c'est-à-dire ces petits entrepreneurs, ceux qui ont déjà mis 50 000 personnes au chômage partiel suite au mouvement qu'il y a eu à Paris et ailleurs. En parlant de ça, je vais faire juste une petite sortie sur la Guadeloupe. Il y a pile 10 ans, où il y a eu une grosse grève en Guadeloupe, c'était la grève contre la vie chère. C'est très intéressant à observer, 10 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé ? S'il faut faire le bilan, effectivement, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que ce sont les TPE qui ont fermé, les petits qui ont fermé, les petits qui ont souffert, et c'était contre la grande distribution, contre les prix qui étaient 40% plus chers, etc. Tout a continué, c'est même multiplié, et alors que ceux qui ont vraiment souffert, ce sont les petits gens. Et je peux vous dire que comment ça s'est arrêté lorsqu'il y a eu des morts. Ah bah, vous nous annoncez pas de belles choses. Non, mais c'est ce que tout le monde dit, même pour ce mouvement des Gilets jaunes. Tout le monde sent que là, on est quand même... Puisqu'on en est aux conclusions, on l'aura compris, là, il nous reste encore quelques minutes. Il n'y a pas de solution, bien sûr. On serait grand devin si on assénait des solutions comme ça. Comment on peut en sortir sans qu'il y ait une espèce d'enlisement et de forme d'habitude qui s'instaure semaine après semaine ? Sans être, de me mettre dans la position du grand devin, il y a pour moi 2 alternatives possibles. Soit le président de la République décide de faire une sortie très politique, c'est-à-dire d'être extrêmement resserré sur son électorat, celui dont il a besoin pour les élections européennes, parce qu'il n'a pas besoin de 50% de l'électorat pour les élections européennes, il a besoin du cœur de son électorat. Donc soit il est centré sur ce cœur de l'électorat, et dans ce cas-là, il est sur une réponse sécuritaire unique, et sur l'absence de concessions, voire même sur certaines réformes, puisque des vecteurs législatifs vont lui permettre de s'exprimer, qui ne vont pas dans le sens des Gilets jaunes. Dans ce cas-là, il est dans une forme de radicalisation, et il mise c'est ce que laissait entendre Edouard Philippe quand il dit on va maintenir le cap des réformes. Mais ça vient un peu tard, sauf que ça vient un peu tard. Il aurait fallu mettre cette politique bien avant les 10 milliards, bien avant la politique de gribouille qu'il y a eu. Soit il décide, c'est la deuxième alternative, d'essayer de se mettre en président rassembleur, et dans ce cas-là, il doit avancer notamment sur la consultation. Parce que... Donc recevoir des Gilets jaunes ? Non, je ne crois pas. Parce que pour le coup, il aurait raison de se défier de lui-même, parce qu'à chaque fois qu'il a été exposé, qu'il a perdu beaucoup dans les sondages d'opinion, c'est lorsqu'il a été au contact avec les gens où en quelque sorte il s'est laissé aller, il s'est laissé emporter. Et ce sont d'ailleurs l'origine de ces actes de contrition. Surtout à Saint-Martin, les gens. Évidemment, il va aller sur le terrain. Ou le 21 juin. Mais ce qui se passe, c'est que les Gilets jaunes sont dans une défiance de la représentation. Et on le voit, ce qui fait consensus, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Sans doute ne faut-il pas aller sur ce point-là. D'ailleurs, il n'a pas la majorité pour faire voter une réforme institutionnelle. Néanmoins, il faut que le président de la République, s'il veut être rassembleur, se pose dans une manière de faire participer les Français, les Gilets jaunes, mais également ceux qui ne sont pas Gilets jaunes, ceux qui ne veulent pas l'être ou ceux qui n'ont pas d'adhésion particulière. Eh bien, cette manière-là, c'est donc introduire un peu soit de démocratie directe, soit de démocratie participative, de la consultation. Ça n'est pas un débat. C'est une manière d'associer les citoyens à la prise de décision. Certaines municipalités... Hors du cadre du grand débat national. Hein, hors du cadre du grand débat, et de manière pérenne. C'est-à-dire montrer que les institutions tiennent compte de cette volonté, de cette aspiration de participer à la définition de ce qu'est le destin commun. Le dernier mot pour Yasmina Geffar, ça peut être une piste intéressante, ça ? Oui, associer les citoyens directement. C'est très intéressant parce qu'on se rend compte que cette volonté est très forte. Elle a été portée en amont déjà par Ségolène Royal et d'autres. Cette volonté de vouloir faire participer le peuple. Maintenant, il a besoin de prendre sa vie en main, son destin en main. C'est ce que veulent les Gilets jaunes et c'est ce qu'a dit pendant toute la campagne Emmanuel Macron. Prenez votre vie en main. Donc ça serait cohérent finalement et ça serait peut-être une manière de se
se retrouver, de parler le même langage. Donc en effet, il faut donner la parole aux gens et ne pas utiliser ce débat qui sera, à mon sens, bon, on ne va pas l'enterrer avant qu'il existe, mais c'est très compliqué parce qu'il faut du temps pour pouvoir changer les choses et ça fait 40 ou 50 ans que des promesses politiques ne sont pas tenues et c'est ce ras-le-bol-là qui s'exprime. Donc 2 mois, tout ça pour être dans un calendrier des européennes me paraît dangereux. Merci à tous les 4 d'avoir pris part à ce débat, à ce punchline du vendredi. On va marquer une pause et puis on revient pour un nouveau JT pour la suite de l'actualité de votre soirée sur CNews. À tout à l'heure.